comme chaque mardi, on a le plaisir d'accueillir Luce Perrault pour lire la politique. Bonjour Luce. Merci Rudy. Je reçois Anne de Guigné. Comme vous l'avez si bien annoncé, c'est la journaliste écho du Figaro, celle qui monte. Elle vient de publier aux presses de la Cité le capitalisme woke. Alors, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, chère Anne, qu'est-ce que le capitalisme woke ? Et qu'est-ce que le wokisme ? Oui, bonjour Luce, bonjour Rudy. Le capitalisme, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc on va commencer par le wokisme. Donc le wokisme, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui au départ est plutôt sympathique. C'est un mouvement qui est né dans la communauté noire, de lutte contre les discriminations sociales et raciales. Voilà, et on connaît tous l'histoire des États-Unis, qui évidemment... Les woke, ça veut dire la personne éveillée, qui sait regarder ce qui se passe. Qui est liée à l'histoire américaine. Mais dans ce livre, je m'inquiète de sa mutation récente, qui est en train de virer en fait à une essentialisation des gens, où en fait chacun est déterminé en fonction de sa couleur de peau, de son sexe, de son orientation sexuelle, et chacun va être en fait placé sur une échelle de privilèges. Et dans cette vision de la société et cette vision de la place de chacun dans la société, vous ne donnez plus aucune chance aux notions de mérite, de capacité de s'extraire de ses origines, de se construire par soi-même. Donc vous êtes assigné à une position plus ou moins privilégiée en fonction de données de naissance, et voilà, vous n'en bougez plus. Et toute l'idée va être de créer une égalité des conditions en forçant, en fait, c'est une racialisation des individus aux dépens de leur... C'est un antiracisme qui vire au racialisme. Qui rétrécit, en fait, et qui essentialise la couleur de peau. Qui est tellement dans l'affirmative action qu'en fait, c'est né de quelque chose de positif. Voilà, c'est un racisme est devenu un fléau pour la société, puisque le marketing remplace les valeurs morales et démocratiques. Donc, le capitalisme woke, ça marche comment ? Parce que c'est compliqué. Oui. On l'avait vu dans la culture. Et les ravages étaient terribles. Maintenant, dans le capitalisme, c'est l'entreprise qui est victime du wokisme. Oui, en fait, peut-être qu'il faut prendre un petit peu de victime tout à fait consentante. Il faut peut-être prendre un peu de recul avant d'arriver au capitalisme woke, qui est que les entreprises sont vraiment rentrées en politique, et ça pour des raisons assez fondamentales d'affaissement des États et du fait que les enjeux aujourd'hui globaux sont tels... C'est la mondialisation. Qu'on a l'impression que seules les entreprises, qui sont bien plus puissantes que les États, peuvent y répondre. Donc les entreprises se sont engagées en politique, et du coup, et ça, c'est un mouvement qui est plus ancien. Et ces dernières années, c'est à cause de la mondialisation qu'elles se sont... Oui, c'est la mondialisation. Substituée aux États. C'est le fait que les plus grandes entreprises, aujourd'hui, on connaît les GAFA de la Silicon Valley, définissent la liberté d'expression dans le monde entier. Donc, on se retrouve à un pouvoir absolument incroyable. Et donc, de facto, leur incombe une responsabilité qui dépasse complètement le but pour lequel, au départ, avait été créée l'entreprise. Et de cet engagement en politique est venue, ces dernières années, cette mutation de certaines entreprises, toutes les entreprises, heureusement, vers ces valeurs woke, beaucoup évidemment par intérêt, parce que c'est ce qu'attendent leurs consommateurs, c'est ce qu'attendent une partie de leurs jeunes salariés. Et derrière, il y a l'idée que c'est en fait un peu le dernier marketing à la mode qui va permettre de bien vendre. C'est très souvent très superficiel. Alors, les premiers signaux, c'était quoi ? Les premiers signaux, donc... C'est vraiment un mouvement qui vient des États-Unis, donc chaque fois on voit que c'est arrivé vraiment en Europe. En tout cas, en France, on résiste plus parce qu'on a notre modèle universaliste. Donc en France, ça arrive tout juste cette année. Mais c'est un mouvement qui date des États-Unis depuis 5-6 ans, et où on voit aux États-Unis... Les dégâts, et en tout cas les entreprises, elles sont dans la société, donc ça dépasse largement aux États-Unis le champ des entreprises. Mais le fait que des entreprises, par exemple, fassent des cours sur la suprématie blanche, et des groupes affinitaires en fonction de votre couleur de peau, se disent qu'il faudra envoyer en séminaire un peu de rééducation tous les hommes blancs hétéros du groupe. Pour les reconstruire, pour qu'ils déconstruire et reconstruire. Qu'ils comprennent bien à quel point ils sont privilégiés pour leur aider à mieux travailler dans l'entreprise. Ça, c'est des choses qui datent de 3, 4, 5 ans, vraiment, et qui sont très prégnants. Et qui arrivent en France. Et qui arrivent tout doucement en France, parce qu'en France... On résiste quand même. On est quand même dans ce cadre universaliste qui date de la Révolution française, qui en fait... La base,
le fondement, c'est l'idée que la diversité en France, elle est gérée à partir d'une distinction entre la vie publique et la vie privée. Dans la vie privée, vous avez le droit d'exprimer toute votre diversité. Dans la vie publique, vous êtes un citoyen parmi d'autres. Mais le problème, c'est que la société contemporaine tend complètement à effacer cette distinction vie publique, vie privée. Vous voyez aujourd'hui, même avec le télétravail, il va encore le plus le faire, mais un patron me disait que le début, c'était déjà avec les smartphones, quand chacun est arrivé, donc vous travaillez, en même temps vous faites un tweet perso, donc vous emmenez toute votre vie privée au bureau. Donc c'est très compliqué de maintenir cette distinction sur laquelle était fondée notre définition. L'égalité, c'est la République, la diversité, c'est quelque chose de très disparate qu'on a beaucoup de mal à maîtriser. La diversité, dans le modèle français, évidemment existe, mais existe dans la vie privée. Ça, c'est le modèle théorique. Et après, il faut aussi être humble que ce modèle, on en voit aussi les limites aujourd'hui. C'est un modèle magnifique intellectuellement, et sans doute, et c'est vrai que la diversité existe, et la société française actuelle, est très diverse. Il y a vraiment on le voit tous, il y a des communautés. Donc ce modèle, peut-être qu'il faut un peu qu'aujourd'hui, il est un peu utopique, mais c'est évident. Mais on a besoin d'utopie. On a besoin et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le wokisme l'attaque de front. On est avec une vision donc complètement communautaire où chacun est renvoyé à sa communauté d'appartenance. Et donc pour la France, c'est quand même un sujet très 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 délicat. Et d'ailleurs, pour écrire ce livre, j'ai interrogé plusieurs patrons et tout le monde a conscience à la fois de cette attente, notamment d'une partie des jeunes générations, mais en même temps, aucun ne dit on a envie de balayer le modèle universaliste. Ils ne veulent pas, ils hésitent. Ils font de leur mieux parce qu'il y a des contraintes de tous côtés et évidemment, avant tout, de rentabilité. Donc, si les consommateurs le demandent. Donc, tout le monde tâtonne. On est dans un moment très intéressant de mutation, d'évolution, où tout le monde tâtonne. Franchement, moi, je trouve, tous les gens que j'ai vus, beaucoup essayent de faire de leur mieux, essayent de trouver. Mais c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre. Je crois que c'était important de dire, d'accord, certains vous demandent, il y a des pressions, il y a des militants, il y a des associations qui mettent beaucoup de pression sur les entreprises. Les ONG. Certaines ONG, les groupes activistes. Maintenant, activiste, c'est le dernier métier à la mode. Tout le monde est activiste. Mais faites attention, parce que derrière, c'est vraiment un modèle de société que vous abîmez. Et que vous remettez en cause. Voilà, donc on comprend les contraintes, c'est très difficile, franchement. Mais je dis vraiment, attention, d'autant que l'entreprise était le lieu de vie commune, en fait, où vous allez travailler avec vos collègues. Tout le monde a... pour cette radio, vous venez tous, vous avez un but commun, faire une belle radio, mon journal, on vient faire... Et on est liés par cette mission commune. Et après, tout le monde, ça agrège des gens différents. Et c'est ça qui est sympathique dans la vie professionnelle. Et si la vie professionnelle revient à un lieu d'atomisation, où chacun vient dans telles entreprises, parce qu'il se sent mieux représenté en fonction de son origine, c'est quand même assez... c'est quand même assez triste. Alors, on atteint quand même quelquefois le comble du ridicule. Quand, par exemple, Monsieur Louboutin, qui vend des escarpins aux semelles rouges à 995 €, prend comme héroïne et comme porte-parole Assa Traoré. C'est le comble du snobisme, oui, de la bêtise. C'est un peu les codes, c'est le marketing. Oui, non, mais c'est chic et trash. C'est chic et trash. C'est le dernier, pour dire. Trash surtout. C'est le dernier, c'est la dernière aventure, du bourgeois qui s'habille chez Louboutin, de dire que vraiment tout ça en fait est un engagement politique très fort. Et il est malin, Monsieur Louboutin. Il a raison. Je pense qu'il vend beaucoup mieux ses escarpins en disant. Dans les banlieues. Est-ce que c'est dans les banlieues où on les achète à 900 €? Est-ce que en disant, il le fait. Évidemment, il n'est pas idiot, il le fait pour vendre ses escarpins. Et il le fait parce qu'il se dit, ma cliente, non seulement elle s'offre une belle paire de chaussures, mais en plus, elle a l'impression d'être engagée, de faire du bien. Et c'est ça que moi, je trouve... et c'est très angoissant et très inquiétant. Et qui reflète quelque chose de triste de la société. De dire que les gens... L'Oréal aussi, avec le mannequin qui s'est senti exclu, vilipendé, qui a traîné L'Oréal dans la boue, oui. Ça, c'est très intéressant. C'était un cas très, très, très intéressant parce qu'on a envie de se dire qu'on marche sur la tête.
quand on voit ça. Oui, et on voit surtout la pression, en effet. Énorme. Et la difficulté pour les entreprises. Et là, c'est vrai que nous, on en parle, on est libre, on est tranquille. Mais pour une entreprise, c'est compliqué si vous avez un mannequin qui a pignon sur rue, qui a je ne sais combien de followers et compagnie, et donc qui va impacter vos ventes, et qui dit cette boîte est atroce. Et voilà, moi je regrette que... Et l'histoire de ce mannequin, c'est qu'il avait écrit il y a quelques années, 2-3 ans, un truc vraiment, tous les blancs sont des racistes. Enfin, je caricature énormément. Oui, mais enfin, et L'Oréal, à peine. L'Oréal avait dit non, mais c'est inadmissible, on ne peut plus travailler ensemble. Et puis L'Oréal a dû le reprendre. Donc c'est voilà, sous la pression. En France, quand même, je ne sais pas sur comment les entreprises se basent sur quoi, puisque les statistiques ethniques sont légalement interdites. Ouais, mais alors, comment c'est quoi? C'est l'air du temps, les réseaux sociaux? Oui. Non, mais c'est pour ça qu'en France, il faut bien le dire. Hein. Il n'y a évidemment pas en France de quotas ethniques, parce qu'il y a quand même cette immense frontière et aucun groupe ne dit. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple la dernière présentation l'été dernier de Sanofi. Ils ont, qui était pour les analystes, donc groupe français mais présentation mondiale, très vite, dans les 2-3 premières slides, il y avait l'information du nombre de salariés noirs aux États-Unis, pas en France, c'est pas possible en France. Mais ce groupe français, voilà, parce qu'il a son marché américain. Oui, et une présentation d'analyste, normalement, où on parle des résultats, on se dit, voilà, Sanofi, on sort du coronavirus, il y a quand même des enjeux, voilà, il ne manque pas de sujet. Mais aujourd'hui, pour montrer qu'on est une bonne entreprise performante, il faut donner des quotas, voilà. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu contradictoire pour les capitaines, les grands patrons d'entreprises françaises, c'est que le triptyque républicain, d'abord, qui prône l'égalité avant tout, et ça depuis la Révolution. Et puis peut-être la culpabilité, le mauvais souvenir de Vichy, où on a décompté les Juifs. En France, c'est parfaitement mal reçu. Cette idée de décompter en fonction de la race, de la couleur, des antécédents raciaux, de la religion, du sexe, c'est totalement antinomique avec les valeurs républicaines et avec la Constitution. Oui, non, mais c'est pour ça, une fois de plus, qu'en France, on n'a pas ces groupes affinitaires et ces formations réservées aux Blancs. C'est pas formellement le cas. Mais vous avez des formations antiracistes qui arrivent. Et jamais, si une personne qui a la peau foncée vient à la formation, on va dire, mais sortez, c'est pas pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut rester modéré, enfin avoir le sens de la nuance sur le sujet aussi. On n'en est pas du tout là en France, mais c'est intéressant. Et heureusement, mais il y a des menaces. Mais on sent que on sent que la vague est forte et que il y a donc vous avez donc du coup ça passe beaucoup par des sujets, par exemple la responsabilité sociale des entreprises. Ah oui, ouais, non mais ça là on y met. Ça c'est un autre sujet. Ça c'est plutôt. Oui, mais c'est quand même par ce biais-là que les pressions se font, quand même. Oui, mais ça, la responsabilité sociale des entreprises, enfin moi... C'était un grand fourre-tout avant en France. Oui, mais il faut quand même voir que ça répond à la crise de 2008, la crise financière, où là, quand même, avant tout, on a quand même vu la limite du capitalisme financier. Donc on essaye d'y répondre. Et à la base, derrière les notions de RSE et tout, et d'abord, il y a avant tout les sujets environnementaux. Et à mon sens, c'est quand même essentiel que les entreprises s'en saisissent. Donc, il y a beaucoup de choses très bien. Mais ça va aussi, c'est comme toujours, il y a des mouvements de balancier. Voilà. Et après, ça va trop loin, sans doute, dans certains sens. Mais il faut pas tout jeter avec l'eau du bain, parce que l'idée que les entreprises se soucient autre chose que de leur profit, franchement, c'est juste très bien. C'est juste absolument indispensable. Ouais. Mais c'est quand même via ce biais-là qu'ils essaient d'enfoncer le coin, là, pour introduire le wokisme. Alors, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment différents sujets. Vous avez le sujet du marketing, où les valeurs deviennent un biais de marketing. Et là, je pense que c'est assez délétère, en fait, parce que du coup, ça dilue toutes ces valeurs qui sont essentielles, ces valeurs, en effet, de respect, tout simplement. Donc, les prendre pour vendre tout et n'importe quoi, c'est un sujet quand même... C'est le grand fourre-tout, c'est ça. Voilà.
Alors, en France, on avait quand même en plus une tradition très importante qui était, vous l'évoquez très bien, la responsabilité paternaliste des entreprises, dont Michelin était un fleuron et un exemple formidable, et qui a permis de grandes avancées sociales. C'est quand même absolument l'opposé du wokisme. Oui, c'est l'opposé, mais il y a le parallèle qui est que l'entreprise donc, se saisit en effet de sa communauté et dit, voilà. Et le sous-titre de mon livre, c'est quand l'entreprise dit le bien et le mal, le patron paternaliste. D'ailleurs, c'était très intéressant. En fait, tout ça, c'est un lien entre capitalisme et démocratie, comment l'un l'autre, de temps en temps, marche main à main, et de temps en temps, s'affrontent. Et au 19e siècle, avec ce moment paternaliste, on voit qu'il y a eu une espèce d'accord, et d'ailleurs, c'était très intéressant. Souvent, le patron, Monsieur Michelin, ou le patron de la métallurgie, était aussi député, maire, et il y avait un accord tacite de dire tu t'occupes de la paix sociale dans ton territoire. Et donc, par l'usine, et puis aussi, député, tu nous organises tout ça. Grosso modo, on te laisse gérer à Paris, on te laisse gérer ton entreprise, mais tu t'occupes bien des ouvriers, Donc, ça a marché. Mais c'est aussi complètement contradictoire avec notre notion de démocratie. Il faut aussi dire, et évidemment qu'en 2022, mais ce qui est intéressant, c'est que ça revient d'une manière totalement inverse. Complètement inverse, avec cette idée où toujours qu'on vous dit, l'entreprise vous dit quoi penser. Et évidemment, à la mode paternaliste, tout le monde là voit bien gros comme une maison que c'est pas possible. Mais à la mode un peu plus hype woke, là, les gens sont beaucoup moins perçoivent moins le problème. Mais il y a quand même là-dedans une contradiction. Comment peut-on passer... Parce qu'en 68, encore, Pompidou disait « Quand Renault tousse, la France s'enrhume ». Donc, c'est pas si vieux que ça. Oui. Et comment on est passé comment tout ça, est-ce que c'est l'apparition des agences de notation, la financiarisation de l'économie? Qu'est-ce qui a provoqué quand même cette déflagration dans le management? Cette décorrélation, vous voulez dire, entre l'entreprise et l'État? Oui. Je pense que c'est la mondialisation, tout simplement. C'est que en France, quand même, il reste un lien. Là, vous voyez, il faut quand même faire un petit point avec l'actualité, ce qui se passe en Russie. Là, nous, on a quand même un pétrolier, Total, qui est très présent en Russie. On voit, Total, aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Les ONG, tout le monde, les ONG, les activistes disent qu'est-ce que vous faites en Russie, c'est une honte. Évidemment, en Birmanie. Voilà, ils sont sortis de Birmanie. Mais on voit que le lien avec l'État est quand même fort. Patrick Pouyanné, il va pas sortir. Enfin, je pense qu'avec Bercy, l'Élysée, il est très proche. Et donc, je pense que, en France, reste quand même encore une tradition quand même. Dans des moments de crise, là, d'ailleurs, on le voit bien avec la Russie, c'est quand même assez coordonné. Hein. Les entreprises, elles partent pas comme ça, sans en référer. Mais globalement, évidemment, la mondialisation font que les entreprises ont des marchés partout. Et il n'y a pas que la France. Les plus grandes boîtes françaises du CAC ont des marchés partout, doivent y répondre. Et aujourd'hui, c'est décorrélé. Les boîtes américaines sont encore plus frappantes. Donc, on voit les Google, Amazon, c'est des boîtes complètement mondiales. Là, c'est vraiment au plan mondial que le problème se pose pour les GAFAM. Mais pour les autres entreprises, quand même, est-ce que le fait d'appartenir au CAC 40, de dépendre des agences de notation, qui est une création récente aussi, ce n'est pas encore une autre forme de pression et de bien-pensance qui s'installe? Il n'y a pas que les résultats économiques. Vous pensez aux agences de notation, de RSE et tout ça? Oui, il y a un regard... C'est sûr qu'il y a un regard sur l'entreprise qui a changé. Totalement. Mais une fois de plus, moi, je dénonce vraiment pas tout dedans parce que il y a aussi beaucoup d'avancées. Et donc, les entreprises... oui, elles sont prises dans des réseaux d'obligations de tous côtés. Il y a tout, évidemment... Très contradictoire. Il y a tout le droit national, supranational. Il y a les ONG qui ont encore d'autres attentes. Voilà. Il y a les militants, il y a les consommateurs, les activistes. Donc, franchement, aujourd'hui, je pense que quand vous êtes patron... je pense le job, vous êtes directeur juridique d'une grande boîte mondiale. Mais tous les matins, vous avez 50 normes contradictoires et vous vous dites, laquelle norme ou attente faut-il privilégier? Laquelle vais-je devoir...
sur laquelle je vais devoir plutôt violer aujourd'hui. Quel est le moindre coût? C'est compliqué. Enfin, c'est sûr que c'est honnêtement très, très difficile aujourd'hui. Mais voilà, c'est évidemment le fait, difficulté d'établir une gouvernance mondiale pour des entreprises qui jouent dans un jeu mondial. Alors, quand même, on a, en même temps que cette transformation depuis 68, enfin, c'est surtout les 30 dernières années, on a prôné la France sans usine. Oui. Qui nous a valu quand même... On y est revenu quand même. Bah oui, on y revient maintenant, après la crise sanitaire. Mais ça nous a quand même valu des millions de chômeurs. Comment les gouvernants successifs ont-ils pu s'égarer à ce point-là? Alors ça aussi, c'était là. Il fallait pousser la France sans usine, les services. Oui, c'était le grand rêve d'un pays complètement de services. Le patron d'Alcatel qui dirait, voilà, j'aurai un groupe sans usine. Et ça, c'était le moment, voilà, les rondes de l'OMC, on ouvre tout. Voilà, on ouvre le commerce mondial et on y a cru. C'était les gens qui croyaient en Ricardo, vous savez. On revient dessus quand même. On y revient, mais là, Ricardo, la théorie un peu bête de dire, nous, on va se spécialiser ça, les autres, on leur file les usines polluantes. Voilà. Et puis on voit, en fait, ça marche pas parce que derrière, c'est tout ce qu'on connaît, les territoires abandonnés, les votes extrêmes et des gens qui sont... voilà, et le pays qui se disloque. Enfin... Alors, la crise sanitaire a quand même permis à l'État, en France, vous l'expliquez très bien, a quand même permis à l'État de reprendre un peu le pouvoir, justement, sur le besoin de réindustrialiser le pays, de ne plus dépendre totalement des fournitures, en gros, du continent asiatique. Oui, ça c'est le sujet de souveraineté industrielle. Et en tout cas, la crise sanitaire a été l'occasion d'une prise de conscience très brutale et très difficile, qu'on n'avait pas de masque en France, qu'on pouvait manquer de paracétamol, enfin des trucs les plus simples, que dans les hôpitaux, ils disaient... Enfin, moi, j'ai des amis qui disaient qu'ils prenaient des sacs poubelles comme surblouse dans les hôpitaux. Enfin, c'est complètement incroyable. Et vous pensez qu'à l'occasion de ces présidentielles, pour conclure, il y aura les candidats ont bien pris la mesure de ce problème du wokisme, et quel est le plus anti-wok des candidats pour vous? Le plus anti-wok des candidats. Ça, je vais peut-être pas m'avancer là-dedans parce que, en tout cas, je pense qu'ils ont pris les questions de souveraineté industrielle. Ça, pour le coup, ils en ont pris complètement conscience. Le wokisme, en plus, le problème, c'est que le wokisme, c'est un mot, comme on l'a vu, chacun y met un petit peu sa définition. Donc, je pense chacun qui se dit anti-woke, qui se dit woke, on parle pas forcément de la même chose. Donc, je pense que le sujet est dans l'air. Les gens commencent à en prendre conscience, mais donner un certificat d'anti-wokisme, je ne m'hasarderai pas là-dedans. Enfin, espérons, chère Anne de Guigné, que ce livre éclairera les Français avant d'aller voter, qu'ils regardent bien ce qui se passe, parce que quand même, ce sont deux Américains, compagnons de Martin Luther King, James Baldwin et Nina Simone, qui avaient choisi la France pour ses valeurs universalistes, à ne pas oublier et à méditer. Merci, Luce. Le capitalisme woke, Anne de Guigné, c'est aux presses de la Cité.